c'est la falsification des médias par rapport à l'entrepreneuriat. Évidemment, c'est rare, ça. Mais, puis, clairement, c'est un entrepreneur en série, mais pourquoi pensez-vous que l'instinct d'un nouveau fondateur, c'est de bâtir avant de vendre? Oui, il y a des gens qui vont fabriquer et par hasard, le premier shot, ça marche. Mais c'est pas la généralité. Tout à fait. Exact. Pour faire des applications, ils s'appellent entrepreneurs et ils vendent ça sur TikTok à droite et à gauche. C'est un sport de contact, l'entrepreneuriat. You gotta make contact with reality. Salut les gars. Salut. Hello. Bien, merci. On va lancer un nouvel épisode de Startup Talks, une deuxième saison. Puis pour la première fois, on va le faire avec une gang, les personnes que je travaille avec à tous les jours. Éric Chocron, Soufiane Kadar. On va parler de startup aujourd'hui comme on fait d'habitude. Je pensais que ça serait peut-être un contenu intéressant de juste partager les discussions qu'on a dans notre quotidien, les types de startups qu'on voit, les fondateurs qui sont en train de changer le monde dans leur domaine respectif. Donc voilà, on se lance. Parfait. Et on a dit qu'on va laisser ça spontané, sans préparation. Mm-hmm. Alors, on va discuter comme on discute chaque jour. Tout à fait. Et puis, ça va être intéressant. Éric, alors? En fait, moi, Soufiane, je voulais te demander la question à toi. Hein. Tu disais que tu as rencontré une bonne startup en AI aujourd'hui même. Oui, absolument. Aujourd'hui, une startup est venue ici pour vendre. Et ça, c'est très, très intéressant. Un entrepreneur en série, il vient lui-même pour vendre. Il n'engage pas une personne. Il vient pour discuter avec le client final. Ça, déjà j'ai apprécié. C'est rare. Exactement. Ça, déjà, j'ai apprécié. Alors, il a révolutionné le monde du marketplace parce qu'il a utilisé le AI. Mais ce n'est pas ça le plus important. Et en fait, je veux discuter avec vous ce point-là. Il croyait qu'un incubateur, il est fait pour les nouveaux fondateurs. Il ne savait pas qu'on a des entrepreneurs en série qui ont fait des exits à 20 millions, à 40 millions. Et pourquoi cette idée-là, chez les gens, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous commentez par rapport à ça? Ben, je peux peut-être dire un mot là-dessus. Ma perception est que il y a eu une prolifération des accélérateurs dans les dernières années, dans les 10 dernières années, où c'est devenu en vogue de lancer un accélérateur. Donc, on a vu naturellement une multiplication, mais avec ça, ça vient peut-être une décroissance au niveau de la réelle valeur qu'un accélérateur devrait offrir aux startups. Puis, naturellement, je pense que, en fait, il y a certains fondateurs qui ont raison à dire que pas tous les accélérateurs apportent la juste valeur qu'ils devraient promettre. On est tous conscients qu'il existe les Y Combinator de ce monde qui sont maintenant sur leur quelques millièmes de start-up. Puis, il y a tout entre ça sur un spectrum. Donc, en fait, le fondateur n'a pas tort, mais je pense qu'il y a quand même des perles qui existent dans l'écosystème des accélérateurs qui vont réellement offrir une forte valeur ajoutée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Éric. Le concept est simple. Ça vient du principe que je suis un entrepreneur en série. Donc, j'ai déjà fait une entreprise, j'ai déjà vendu ou exit l'entreprise d'une façon où ce que j'ai appris, je connais les concepts, je connais les étapes. Donc, pourquoi j'irais dans un organisme qui me dit qu'il peut m'aider? Mm-hmm. Ce qui est intéressant, Soufiane, ce que tu as mentionné plus tôt quand on avait une conversation en privé, c'était que il y a toujours quelque chose qu'on peut lui apprendre, entre autres, le financement, les subventions. Oui, j'exite à 40 millions de dollars. Je pourrais financer ma deuxième, ma troisième, ma quatrième startup sans aide, sans personne autre. Mais est-ce que tu savais que le gouvernement, que ça soit provincial ou fédéral, pourrait t'amener de l'aide pour que ça atténue tes prises de charge en termes de financement? Mm-hmm. Non. Absolument. Tu sais, je suis un entrepreneur en série. Ça, pas nécessairement, ça veut dire que je sais qu'est-ce qui existe out there to help me out. Et surtout si tu as une innovation, si tu as quelque chose en recherche et développement. Et lui, il avait la recherche et développement. Et le pire, c'est que il investissait, il a un grand capex, il investissait de sa poche pour la recherche et développement. Il y a une alternative, mais il ne savait pas qu'il y avait une alternative. Donc, il y a aussi un aspect d'ego là-dedans. Je veux dire, j'ai déjà eu du succès, j'ai pas vraiment besoin d'aide. Mais tu sais, c'est peut-être vrai ça, mais je pense qu'il faut tout le temps garder un esprit ouvert
qu'on peut tout le temps apprendre. Il y a tout le temps un plus grand réseau qu'on peut accéder. Puis je pense que s'il y a une chose qu'un accélérateur, ça te permet de faire, c'est de te mettre dans un nouveau réseau, puis de te connecter aux bonnes ressources au bon moment. Puis, bref, comment est-ce que la discussion s'est terminée finalement? En fait, tu me connais, j'avais hâte de tester l'application. Alors, on a ouvert l'application, on a testé les deux sites, site fournisseur, site entrepreneur, c'est-à-dire un client qui va chercher. Et puis, j'étais intéressé par l'application parce que pour moi, je n'ai jamais vu jusqu'au moment un marketplace qui ressemble à un chat GPT. Donc, pour moi, traditionnellement, un marketplace, il y a deux sites, comme un Airbnb. Tu vas trouver une liste avec des images et puis tu vas faire le choix. Le fournisseur, le premier jour, il va entrer ses informations, la catégorie A, B, C, D. Et maintenant, il avait juste une seule page. C'était facile, c'était intuitif. Donc, l'interaction est comme... c'est un engin de recherche, dans le fond. Absolument, Okay. absolument. Mais en tout cas, moi, j'étais intéressé par son application et je lui ai dit que la prochaine fois, on va rencontrer Eric et Mike pour pouvoir ensemble traiter ce sujet. Mm-hmm. Et lui, il était intéressé par l'incubation. Et voilà. Et voilà le match. Donc, il a vu un potentiel... Mais tout ça, ce que j'ai apprécié, Mike, c'est que la personne, il vient lui-même chercher ses premiers clients. Il a juste un MVP. Il n'a pas un produit final parfait. Et ça, j'apprécie. On va pas voir ça tous les jours. J'ai une question pour vous. Évidemment, c'est rare, ça. Mais, puis, clairement, c'est un entrepreneur en série, mais pourquoi pensez-vous que l'instinct d'un nouveau fondateur, c'est de bâtir avant de vendre? C'est vraiment d'avancer très loin quand même dans un produit, puis ensuite aller en marché souvent pour être surpris par la réponse qui est pas trop fort, qu'il n'y a pas vraiment une demande, je suis pas en train de résoudre un problème réel. Donc, qu'est-ce que, selon vous, amène à ça? Mais il y a pas un proverbe fameux qui dit si tu le bâtis, ils vont venir. If you build it, they will come. C'est ça. Je sais même pas si ça se traduit bien, Yeah. mais ce proverbe devait être à des centaines d'années. J'imagine, je connais pas l'historique de ce proverbe, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière, que l'être humain en général, l'être humain qui a une vision, pense que si tu construis quelque chose, les gens vont s'intéresser à cette chose-là. Je pense que ça part de là, le concept de l'entrepreneuriat qui bâtit quelque chose et qui pense que les gens vont venir l'acheter. Et il y a des faits réels en histoire, des compagnies réelles qui ont bâti des choses. Fameusement, tu peux penser à Apple Computers, qui bâtit un ordi et qui a pas une demande de créer. Personne sait c'est quoi l'ordinateur je veux dire, oui, il faisait partie des clubs de tech, de geeks qui parlaient des ordinateurs dans le temps qui étaient vraiment conçus individuellement, si tu veux. Mais ils ont bâti quelque chose, ils ont été dans un magasin d'ordi, ils ont montré c'est quoi qu'ils avaient, et là, le gars a dit, je suis intéressé, je t'en achète 30, par exemple. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe là. Vas-y, je pense sors, pas tout à fait ma vision des choses, ou ma lecture plutôt. Apple, dans leur début, avait un marché hyper ciblé, puis c'était les geeks, les nerds d'ordinateurs, qui étaient un groupe infiniment mince et petit. Puis ça, c'est les meilleures places où commencer. Des gens que pour eux, l'argent veut rien dire. Je veux juste jouer avec une nouvelle technologie. Je veux être comment on dit, les innovators là, dans le adoption curve, même avant le early majority. Donc, je pense quand même qu'il y avait soit par accident, mais il y avait une stratégie qui semblait fonctionner. Puis là, j'ai une autre théorie par rapport à If you build it, they will come. Dans le passé, le marché était beaucoup moins développé. On avait un marché moins complexe, moins internationalisé. Moins formé. Là, 2023, on est 8 milliards sur la planète. On est dans un marché intégré international. La compétition n'a jamais été aussi grande. Percer à travers the noise, right, is harder. Donc, if you build it alone, no longer just works. You need to solve for distribution. Distribution is probably the harder part. Ouais. Moi, j'ai encore un autre avis par rapport à ça. Ouais. Mm-hmm. Je dirais, ça va se résumer en 2-3 points. Le premier point, c'est le perfectionnisme.
La personne, il a besoin de créer quelque chose parfait pour au moins lorsqu'il va rencontrer un client, il doit avoir le top des produits parce que la première chose, lorsqu'on va rencontrer un client, on va dire, OK, regarde, on a ça, on a ça, on a ça. Le client va dire, waouh, cet effet waouh. C'est-à-dire, on cherche toujours le perfectionnisme et ça, c'est de la bullshit. Ouais. Ça, c'était peut-être, comme tu as dit, Mike, avant le Lean Startup, c'était la méthode traditionnelle de développement des... Il n'y avait même pas le terme de startup. Il y avait une PME innovante. Une entreprise. Absolument. Ouais. Mais maintenant, avec le monde des startups, c'est pas au Québec, ils appelaient ça une pousse, une petite pousse. Une petite jeune pousse. Jeune pousse. Au Québec, le terme startup, ça n'existait pas, ouais. en tout cas. La deuxième des choses, surtout par rapport aux gens qui sont dans la technique, les ingénieurs, ils aiment développer. Ouais. Ouais. Alors, ils sont toujours effrayés de confronter le marché. Si je dis à un ingénieur, à un développeur, OK, est-ce que tu veux développer un produit ou bien aller pour vendre? Il va toujours essayer de convaincre lui-même d'aller développer parce qu'il aime faire ça. Selon moi, si ça ne dérange pas, je pense que c'est peut-être un symptôme de notre système d'éducation. Okay? Ce que je veux dire par ça, c'est le système d'éducation est très basé sur des fields très minces. Tu apprends ton domaine, ingénierie, mais tu n'as pas le contexte marché, vente, marketing, etc. Donc, tu as juste le contexte ingénierie, je sais comment bâtir, puis peut-être que tu n'as pas les modèles mentaux pour bâtir, pour résoudre un problème. C'est un modèle mental important. Puis pourtant, l'entrepreneuriat, c'est un phénomène plus transversal qui touche tous les domaines, naturellement. La finance, le marketing, la technologie, l'humain, comment gérer les personnes, le leadership. Puis c'est un domaine pratique où tu peux pas l'apprendre théoriquement. Il faut vraiment aller dans le marché puis recueillir du feedback concret de ton marché. C'est une science humaine. Oui. Sociale et humaine. Moi, j'appelle ça, c'est un sport de contact. C'est un sport de contact, l'entrepreneuriat. You gotta make contact with reality. C'est comme le fondateur qui nous a visité ce matin. Là. Oui, il comprend. Son modèle est bien ajusté. Il dit, j'ai juste un MVP, c'est correct, mais je vais aller voir si le marché a un désir pour ça. Puis je pense qu'il a trouvé une belle personne à qui parler avec Soufiane. Mais revenons au point de Steve Jobs, à ce point-là. OK, on ne va pas entrer, je pense, en détail. Est-ce qu'il a fabriqué puis il a vendu ou bien il a créé juste un MVP, il est allé au magasin pour voir est-ce qu'il y a une demande ou non, et puis il a reçu une demande. Disons qu'il a fabriqué quelque chose, il a pu le vendre. Mais il faut voir en pourcentage. Oui, il y a des gens qui vont fabriquer et par hasard, le premier shot, ça marche. Mais ce n'est pas la généralité. Tout à fait. Exact. Tu connais ici, chaque jour, on voit des startups. 7 sur 10, ils fail juste à cause de ça. Je dirais que c'est eux qui font les plus gros buzz, though. C'est eux qui bâtissent quelque chose et qui ont une histoire derrière. Et tu sais, on parle de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Facebook. Il a bâti quelque chose dans son dorm et c'est le gars le moins social qui existe. Encore? Pas d'accord. Il a bâti exactement pour une clientèle qui était très... Donc, lui, il a bâti Facebook pour Harvard, spécifiquement pour les clubs sociaux à Harvard. Hyper niché, encore une fois. Il y a un pattern. Il y a tout le temps un pattern. Avant une domination mondiale, il y a une domination d'un marché hyper niché. Exact. Ça serait difficile de trouver un exemple au contraire. Il y a tout le temps ce pattern-là. Peut-être que le marché initial est tellement petit qu'on oublie que c'était même un marché du tout, mais tu as besoin d'un marché à dominer avant. Puis une fois qu'ils ont dominé Harvard, c'était Stanford, puis là, c'était les autres collèges Ivy, après c'était les autres collèges réguliers. Ouais. Là, il y a un point important à dire et à discuter. C'est la falsification des médias par rapport à l'entrepreneuriat. On voit des films. Ouais. Le film, il va raconter la bonne chose pour pouvoir vendre le film. C'est romancisé. Mais toujours, les premières phases de la galère, on ne va jamais les voir dans un film parce que personne ne va aimer le film. Alors, tu sais, Eric, toi, tu adores les films. Ouais. Et tu m'as donné 2-3 films le mois dernier qui sont magnifiques. Films. Et je crois qu'on a déjà discuté de ça. Les films,
il désoriente la réalité. En fait, c'est l'histoire de l'entrepreneur, c'est l'histoire aussi, c'est l'aventure. Et là, il y a un concept, je le connais, je me rappelle pas vraiment du nom, mais Star Wars a utilisé ce concept. C'est le protagoniste qui va dans un mépris et qui s'en sort pour, je veux dire, en fait, qui arrive, qui montre l'histoire du protagoniste, qui tombe, qui en chute libre. The Hero's Journey. The Hero's Journey. Yeah. That's the concept. We learn in 101, littérature 101. Genre, c'est the Heroes. Mais c'est ça. Le film va prendre l'entrepreneur et le profiler sous le Hero's Journey, qui est pas la réalité du tout, nécessairement, l'entrepreneur. Même Mark Zuckerberg avait dit sur le film The Social Network, I wish my life was like that. si c'était vraiment un film réaliste, ça serait 3 gars qui regardent leur ordinateur toute la journée. Exact. Ça serait ça. Exact. Et pendant un an, Exact. ils veulent aller tester le client, ça marche pas, ils veulent tourner, modifier le code. C'est ça le film, ouais. Ouais. The Hero's Journey, qui est pas la réalité, mais on vit dans un monde humain et dramatique. Ouais. Faut qu'on aime compter des histoires. Croire à ces histoires. Ouais. Tu sais, Mike disait l'être humain dans le livre que tu lisais, j'ai oublié le nom. Red Queen? Non, le livre sur la société humaine, pas aristocratie. En tout cas, ça disait que le gossip est un des engins les plus communicateurs de notre société qui a passé à travers l'histoire humaine. C'est comme ça que l'information s'est passée. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Le gossip. Le gossip, comment on dit en français? Le gossip, je sais pas en français. Mais aussi le storytelling. Le storytelling. C'est quelque chose qui a évolué avec nous. Exact. Il y a comme une centaine de milliers d'années, puis on fait encore ça aujourd'hui. Puis, tu sais, je vais réintégrer ça dans le sujet des startups. Ouais. Je pense que le storytelling, c'est un skill set qui est oui. hyper sous-développé dans la plupart des entrepreneurs. Puis pourtant, c'est peut-être celui qui a le plus de levier pour les raisons que tu viens de mentionner. Que si tu sais comment conter une belle histoire de pourquoi un produit X ou une compagnie Y devrait exister, c'est quoi son why, je pense que Simon Sinek il a fait un bon cas pour ça. C'est ça qui bouge les gens à prendre des décisions même économiques, right? On prend des décisions émotionnelles, puis une bonne histoire peut faire ça. C'est bien élaboré, bien pratiqué. J'ai une petite question pour vous. Ça va peut-être dériver le sujet. Je ne sais pas si vous voulez cloître sur ce sujet-là. Mais vas-y. Qu'est-ce qui vous fait... Puis moi, je suis un... Malheureusement et heureusement, je me connais. Je suis un consommateur. Et je suis un consommateur de start-up aussi. Ouais. Ce qui veut dire que vis-à-vis, que ce soit ma partenaire, ma femme, je teste des nouveaux produits. J'adore tester des nouveaux produits, puis je mets mon argent derrière. Ça veut dire que il n'y a rien de prouvé. Personne, il y a peut-être 2-3 reviews qui existent sur Internet ou 0 review. Je suis le premier à mettre mon argent derrière et à tester un nouveau produit. Je vais amener le débat de la discussion de qu'est-ce qui vous fait tester un nouveau produit. Avant ça, je vais parler d'une nouvelle startup que j'ai trouvée pour ma femme parce qu'elle adore les céréales. Okay. Donc, il y a une startup à New York qui s'appelle Magic Spoon, qui font des céréales naturelles, protéinées, sans sucre, avec des designs de malades, genre sur les boîtes, genre ils ont vraiment engagé un designer vraiment, vraiment nice. MagicSpoon.com, c'est pas un plug pour eux, j'ai pas de discount ou rien, mais c'était son anniversaire hier et j'ai acheté 4 boîtes, le standard intro package to test it out. Et la conversation amène au fait que toujours elle me dit genre, where do you find these products? Like, où est-ce que tu as trouvé Et tu as fait exactement dans son ancien anniversaire la même chose. Une start-up dans le design. Exact. Et puis elle a créé un livre. J'ai créé un livre, c'était à Saint-Valentin. J'ai utilisé la Saint-Valentin. J'ai une autre start-up avec ChatGPT, exact. Pour écrire une histoire d'amour de toi et ta femme, quelque chose. Ouais. c'est fou. Mais j'adore tester de nouveaux produits et moi j'amène la conversation, c'est vous, qu'est-ce qui vous fait tester de nouveaux produits, de nouveaux startups? En passant, il y a une startup du Québec que moi je suis un fanatique au niveau des savons maltais qui est chez nous dans la rive sud. J'ai acheté pour des centaines de dollars de leurs produits de savon de corps qui est fait à partir de drèche de bière. Juste pour vous dire, maltais. Ils sont venus à Gatineau une fois. J'ai entendu parler de eux parce que j'étais à une foire qui était là, qui vendait leurs produits et j'achète sur leur site web. Mais qu'est-ce que vous fait acheter des nouveaux produits? Tu sais, des compagnies qui sont minimes. Tu sais, genre. Oui, absolument. Écoute, moi, je suis pas autant consommateur que toi. Ouais. Puis, je dirais que je me trouve très peu souvent dans la position d'un innovator, comme d'un early adopter. Early adopter. Pas autant que toi. Ouais.
Ouais, c'est ça. Typiquement, je vais attendre qu'un produit soit un peu plus mature et fonctionnel. Je suis comme pratique comme ça. Mais je sais pas. Si je trouve qu'il y a une belle technologie derrière, j'étais un très early user de ChatGPT. Je pense que la journée même que c'est sorti, j'étais déjà sur les blogs. J'ai dit, OK, ça, c'est quelque chose que je vais essayer. Puis, wow, c'était... Oui, mais là, le débat est fait que ChatGPT a été financé à 10 milliards de dollars. Ouais. C'est à quel niveau la startup, pour que toi, tu la trustes? Ouais. C'est ça. C'est version 3 que j'ai C'est version 3 que t'étais dedans. C'est ça. Non, mais moi, je te parle des startups avant, là, tu sais, qui ont comme, ouais. tu sais, qui mettent un produit en ligne et genre, are you gonna be one of the first? Non, ça, c'est pas moi. Toi, c'est pas toi. Non. Je préfère être de l'autre côté de la table à aider ces startups-là à bâtir leurs produits, mais je suis moins sur le côté consommateur. Soufiane? Pour moi, je m'en fous carrément de la technologie. Est-ce que c'est une startup ou non? Je vais voir mon besoin. Si je trouve un produit, par exemple, le fondateur qui était là ce matin, j'ai déjà enregistré ma startup avec lui. Pourquoi? Parce que directement, je vais recevoir des commandes d'après ce qu'il a dit. Alors, je m'en fous. Est-ce que c'est dans le early stage ou bien c'est loin, c'est mature ou non? Je vais Qu'est-ce que ça peut faire? Exactement, c'est la proposition de valeur. Ouais. Est-ce que je touche une valeur ajoutée? Toi, lorsque tu as acheté des céréales, tu avais trouvé ta proposition de valeur là-dessus, tu avais un besoin. Mais je t'avoue que ce qui m'attire le plus, c'est le nouveau. Si j'aurais vu ces céréales en tablette dans une épicerie, est-ce que c'est le fait ils sont venus me voir avec du nouveau. Genre, et que ça a touché oui, il y a une valeur derrière qui a touché le fait que c'est naturel, sans sucre, et que ma femme mange des céréales tous les jours. Try this new cereal, fine. I'm gonna go for it. Ouais. But the question is, il y a l'innovation. Et moi, c'est le mot qui me touche en consommation. L'innovation, ça me touche directement. Genre, je veux essayer des nouvelles choses. Okay, mais... La vie, tu sais, la vie est mundane. Genre, la vie, c'est des fois pour certaines personnes, ça peut être une répétition de la même chose. Mais si je peux rajouter un petit feu, et pour moi, c'est la consommation. Mais attends, là j'ai une question pour toi. Ouais. Puis c'est tellement drôle, mais c'est la question que tout le monde se pose. Le gros buzzword, c'est l'innovation. Mais c'est quoi l'innovation pour toi? Ça veut dire nouveau. Égal nouveau. Et ça peut être nouveau dans n'importe quoi. Oui, ça peut être un nouveau produit, mais ça peut être une nouvelle façon de voir les choses, ça peut être une nouvelle façon de faire les choses, ça peut être une nouvelle façon de éliminer un facteur dans quelque chose qu'on fait à tous les jours. Par exemple, je dois aller acheter du lait à tous les jours. Genre, je vous avoue, à tous les jours, j'ai 2 bébés à la maison. Il y a une énorme consommation de lait, du lait 3,25%. J'en ai, genre, si je pourrais trouver une façon qu'il y en ait à ma porte à tous les jours, comme, je sais pas, ramener le laitier. Ramène-moi le laitier. Une vache, c'est ça. Des vaches miniatures, là. Des vaches miniatures. Je sais pas s'il y a une façon de faire les choses. Genre, je le ferais parce que je serais le premier à essayer. Ce que je retiens, c'est nouveau. Nouveau. Ouais. J'aimerais entendre Soufiane là-dessus. Ouais. Innovation, ça veut dire quoi pour toi? Innovation, normalement, lorsqu'on cherche dans le système des brevets, c'est quoi une innovation technique? C'est une amélioration dans le produit ou bien dans le process d'une chose existante. C'est ça une innovation. Donc pour moi, innovation, je suis pas un consommateur. Tu sais, j'adore l'innovation, mais je vais pas consommer un truc parce que il est innovant, parce qu'il répond à un besoin ou bien il va m'apporter une valeur ajoutée. Mais là, je vais retourner la question à Mike. Tu as dit que tu n'aimes pas être un early adopter. OK? Nécessairement. Oui, en général. OK. Mais là, on te voit conduire dans... Tu bâtis une communauté en Web3. Ah, c'est vrai. Et on entend... On n'entend pas beaucoup. Toujours le Web3. Right. Et tu travailles jour et nuit dans le Web3. T'as raison. C'est vrai. Donc tu es dans... Le Bitcoin, ça devait... Le Bitcoin aussi. J'étais un early adopter Bitcoin en 2013. Donc clairement, ça c'est un early adopter, je pense. T'as raison. C'est pour ça que je ça dépend des industries. Ça dépend des industries. Okay. Mais je reviens à pourquoi est-ce que j'ai acheté mon Bitcoin. Elle avait une utilité, une proposition de valeur, la plus grande proposition de valeur. Est-ce que ça peut générer plus de valeur? Littéralement, le Bitcoin est connu aujourd'hui comme un store of value. Je sais pas comment dire en français, mais quelque chose qui va préserver la valeur. Oui, une banque numérique. C'est hyper sécure, mais ça, c'est une belle proposition de valeur. Donc, encore une fois, il faut mitiger. Oui, je peux être un early adopter, mais
j'ai opté Ouais, pour... mais là t'amènes un autre débat que moi, j'haïs de voir dans les entrepreneurs, et pas tout le monde peut avoir le même avis, c'est mon avis personnel, mais le fast cash, le let's exit fast, et là tu parles de Bitcoin, il y avait de la lignée Bitcoin, il y a la lignée NFTs, et il y a la lignée ChatGPT, où ce que les gens se voient connecter n'importe quel genre d'app API, pour faire des applications, ils s'appellent entrepreneurs et ils vendent ça sur TikTok à droite et à gauche à $5, à $10 l'accès à des prompts, l'accès à n'importe quoi qui est connecté à ChatGPT. Toi, tu parles de comme les bulles inhérentes dans ces mouvements-là. Mais moi, c'est comment différencier le Mike en 2013 qui s'est dit fast cash. Je sais pas si c'est dit Oui, ça. 100%. Exactement. 100%. Donc il s'est dit fast cash. Mais c'est drôle. Je pose la question, is it a feature or a bug? I argue it's a feature parce que dans tous les marchés où il y a énormément d'innovation, l'Internet initial, bon, là, les NFT, ces gens-là qui rentrent sur la spéculation apportent quoi? Beaucoup d'attention, beaucoup d'argent, beaucoup d'invention et d'innovation. Inévitablement, ça crée une bulle économique, il y a un crash, mais quelque chose reste. Là, c'est un nouveau phénomène qui fait partie du langage. C'est un nouveau phénomène qui fait partie de certaines technologies. Il y a certaines technologies qui se font écrémer, je dirais le 99,9%, mais l'autre 0,1%, on continue à travailler dessus parce que, il y a quelque chose là. Donc, selon moi, tout ça, là, c'est up and down économique. Ça fait partie du système, en fait. Ça fait partie du capitalisme. On doit vivre ça. Oui! Okay. On doit le vivre, puis on doit prendre des bonnes décisions pour voir une bulle pour une bulle, mais aussi comprendre qu'il y a du négatif qui va sortir de ça, mais il y a du positif aussi. Il faut comprendre ça. Et pour toi, le Web3, c'est une bulle? Oui, ou bien je veux dire, c'est quelque chose de sérieux que tu vois dans les 20 prochaines années, 30 prochaines. Parce que je vois que tu mets beaucoup d'efforts là-dessus. Déjà tu es à fond là sur le Web3. Déjà, le nom Web3, moi, ça me dit que c'est plus qu'une bulle. Genre, déjà, s'il y a une nomination externe par plusieurs parties d'appeler ça Web3, le regroupement de ces technologies, pour moi, déjà là, il y a quelque chose de plus réel que c'est plus qu'une bulle. Ça, c'est ma perception. Tout d'abord, c'est quoi le Web3? Web3, pour moi, c'est un gros buzzword. Puis ça fait allusion à la prochaine itération de l'Internet. Tu peux pas avoir un mot qui capture tout ça. Donc, on s'entend que déjà, c'est difficile de mettre le doigt sur c'est quoi le Web3, c'est quoi la prochaine itération de l'Internet. En fait, ça va être une collection de centaines de domaines individuels et d'innovations, des milliers d'innovations. Mais il y a certains patterns qu'on va retrouver dans le Web3. C'est un monde qui va être plus décentralisé que le Web2. T'sais, je vais identifier la problématique avec le Web2 tout d'abord. On a tendance à faire ça dans notre domaine. C'est quoi la problématique? C'est le Web2, l'Internet comme on le connaît aujourd'hui, était susceptible à la centralisation au point où que gouvernance. La centralisation en général, au niveau des institutions, comme les gouvernements, mais aussi au niveau des corporations qui ont créé énormément de pouvoir dans Est-ce que Google est un gouvernement? Google est plus puissant que plusieurs gouvernements. Sans doute. Facebook a 2000 citoyens connectés. 2 milliards de citoyens. Et donc, si on le compare au plus grand, au pays le plus peuplé qui est maintenant, c'est-tu l'Inde ou c'est la Chine, mais 1,2, 1,3 milliards. C'est plus que la Chine. Oui. Donc, tu sais, ça, c'est énormément de pouvoir, mais avec ça, not to quote Spider-Man, but with great power comes great responsibility. Ouais. Puis, malheureusement, on ne peut pas faire confiance à tous les humains sur la planète de prendre la responsabilité d'être responsable avec le pouvoir. Donc, où le Web3 devient intéressant, c'est qu'il y a une suite de technologies qui vont permettre la décentralisation du pouvoir. Et ça, c'est synonyme avec quoi? Redonner le pouvoir à l'individu, qui est quelque chose qui était impossible jusqu'à maintenant dans l'histoire. Parce que l'histoire, littéralement, est une progression vers la centralisation. Aussitôt qu'on a découvert comment créer des fermes pour pousser des crops,
pousser de les termes. Ouais, désolé, je vais le dire en anglais. Ouais. Since we settled into agrarian societies, puis de là, on a formé des villes, puis de là, on a formé des États. On a tout le temps été vers la centralisation du pouvoir, puis de l'information et de l'argent. Puis pour la première fois, une technologie qu'on appelle le blockchain, qui est encore une technologie large, il y a plusieurs itérations et implantations, on peut maintenant redonner le pouvoir à l'individu grâce à la cryptographie. Puis ça, c'est incroyable. Les implications de ça sont juste transformatives à tous les niveaux de la société. Je peux juste vous en donner une coupe, puis j'aimerais comme avoir votre feedback là-dessus, mais redonner le pouvoir à l'individu, ça va permettre de se réapproprier son argent. Puis on parle du Bitcoin dans ce cas-là. 2, on peut s'approprier notre identité de façon décentralisée. Ça, c'est puissant. Comment est-ce qu'on s'identifie face à un monde si complexe avec 8 milliards d'humains? Comment qu'on s'identifie? Et dans un monde de plus en plus dominé par les intelligences artificielles puis les agents qui peuvent être créés pour des fractions de sous, comment est-ce qu'on va s'identifier dans ce monde-là? Bon. Puis j'ai-tu un autre exemple? Même notre data va pouvoir on va pouvoir prendre le pouvoir de notre data également avec certaines technologies qui émergent. Donc, moi, je trouve ce qui est très intéressant du Web3, c'est ce phénomène de décentralisation. Aussi, on va voir l'érosion des middlemen. Les middlemen qui existent partout dans notre société. Puis, tu sais, je fais pas un argument pour détruire des jobs, là. C'est juste que la technologie a tendance à faire ça avec le temps. Il y a une transformation au niveau de l'économie, mais on s'entend que toute personne qui occupe un positionnement en 2 intermédiaires puis prennent une commission sont à risque dans le monde du Web3 parce qu'elle est de plus en plus peer-to-peer. Ouais. Si je veux faire une transaction avec Soufiane, on peut s'envoyer des bitcoins, des satoshis, puis il n'y a aucun intermédiaire entre nous. Oui, il va y avoir des petits frais à payer, mais les frais vont au réseau pour le sécuriser. C'est ça qui est beau du système. Fait que t'es en train de dire que J'ai une question pour vous, là. OK. Est-ce que les plateformes de gestion de ces crypto-monnaies ne sont pas un intermédiaire en tant que tel? Oui. Oui, avec un astérix. Puis ça, c'est ce qu'on a de la misère. T'sais, malheureusement, notre niveau d'éducation au niveau du Web3 est à 1% dans la population générale. Ça, c'est pourquoi on a tellement une grande distorsion. Qu'est-ce que les médias disent versus les gens qui sont très calés. FTX, BlockFi, Mt. Gox. C'est pour ça que l'adoption est lente, à cause de ces exemples que tu es en train de mentionner. Mais ça, c'est des exemples d'échanges centralisés qui ont utilisé leur centralisation inhérente pour créer des distorsions dans le marché ou des bris de sécurité. Exemple. Par contre, là, on commence à avoir la finance décentralisée. Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est un contrat électronique, un smart contract, qui existe sur le blockchain, qui va faire que nous, on pourrait s'engager sur quelque chose, puis si une condition est respectée, l'argent est transféré sans intermédiaire. Là, ce qu'il faut absolument bien faire, c'est définir les règles. Bien. Avant. C'est un peu comme la loi, c'est un peu comme les contrats. Tu veux bien faire un contrat parce que tu veux capturer toutes les contingences. Ben, ça va être la complexité avec les smart contracts parce que si une situation émerge qui n'est pas prise en compte, peut-être qu'il peut avoir des façons de jouer le système. Mais en théorie, tu peux aller vers un monde où tu peux mettre plusieurs smart contracts ensemble, puis ça pourrait former ce qu'on appelle un DAO, Decentralized Autonomous Organization, puis même avoir une gouvernance décentralisée, où les décisions sont prises de façon décentralisée. Tu n'as plus besoin de corporations, tu n'as plus besoin d'État, d'organisation. C'est un autre monde. Mais écoute, moi, je crois fermement que le futur que je vous décris en ce moment, où on interagit que de façon décentralisée, est dans plus de 10 ans. Mais on va passer à travers le cycle qu'on a mentionné tout à l'heure de early adopter, innovators, early adopters, early majority, et éventuellement la dissémination dans la population générale dans les 10 prochaines années.
Et tout dépend des industries, parce que je trouve qu'il y a peut-être des industries qui vont embarquer plus rapidement que d'autres, Mike. Absolument. Parce que tu décris quelque chose, je vois l'achat d'une maison, l'échange d'une maison entre deux individuels, je vois le bénéfice. Sans avoir un notaire, un avocat, un autre qui viennent et qui littéralement te donnent les mêmes papiers à signer. Les agents immobiliers. Les agents immobiliers. Les Je comptables. vois, mais le disruption est tellement massif dans plusieurs industries, dans plusieurs rôles, que c'est là où le temps va prendre son temps. Là. C'est quoi? Ironiquement, c'est drôle à dire, là, je viens juste de penser à ça, mais ironiquement, je pense que le AI va déplacer tous ces gens-là avant le blockchain. Mais c'est parfait. Ça fait partie du Web3 aussi, mais ça va être peut-être un plus réel. C'est ça. Les gens craignent que les AI viennent prendre leur rôle dans ce domaine-là, et je vois plus ça arriver parce que bottom-up, que quelqu'un qui arrive qui dit non, on va faire des DAO de maisons et des gouvernements qui vont être décentralisés, si tu veux. Effectivement, par exemple pour la ville de Gatineau, par exemple pour le quartier XY. Tu sais, je vois plus ça arriver, le AI venant prendre la job du notaire. Écoute, c'est le AI qui va enlever la job du contrat. Ça va être un... On s'entend que ça va pas être clean. Ça va être une transition avec ça va être du haut et du bas. Puis il va y avoir une guerre entre le Web 2 et le Web 3, naturellement. On le voit déjà avec le Bitcoin, qui est en train d'écraser même des monnaies fiat qui existent présentement. Mais on va voir une guerre entre le Web 2 et le Web 3. Puis je pense qu'on est dedans, cette guerre-là. T'sais, à la limite, tu peux argumenter que la perception négative dans les médias, en partie, pas une grande partie, mais une partie de ça, c'est justement la guerre Web 2 qui est en train d'attaquer Web 3 pour X, Y, Z raison. Parce que leur incitatif est de préserver leur système existant, right? Donc ça va être choqué. Soufiane, je sais pas si tu as un point à partager là-dessus. Non. Je sais pas, tu parles de guerre, mais moi, j'ai un autre exemple que j'aimerais amener, le cross-generational gap dans les deux cas. J'ai un exemple parce que, et je l'avoue à tout le monde ici, je joue à des jeux vidéo, je vois le virtual reality arriver et le metaverse fait partie des deux mondes. Pourquoi il fait partie des deux mondes? Parce que Facebook avec Meta fait que l'aspect social de Facebook se retrouve dans le metaverse, dans le Web 2, devient un Web 3 selon ce que eux ils disent qui gouverne. Ouais. Le metaverse de Meta est un metaverse contrôlé, gouvernementé. C'est ça que je veux dire par guerre. OK. Le Web 2 va essayer de garder son contrôle. Meta, c'est un exemple parfait. Penses-tu que Mark Zuckerberg va 100% open sourcer et mettre sur un blockchain décentralisé toutes ses opérations? Non, clairement non. Parce qu'il manque, il va pas avoir son œil dessus, il va pas avoir sa vision des choses qui va être... Tout simplement parce que s'il a les données, il a le pouvoir. Exact. Alors, il va toujours garder le pouvoir. J'ai un autre exemple là-dessus. En passant, on parle des pays, on parle des technologies. Et je sais pas si vous vous rappelez de ça. Moi, j'étais en 2017 en Inde, dans un voyage avec ma classe de MBA, OK? Et il y avait le débat que Facebook voulait donner à toute l'Inde, l'Internet gratuit, mais contrôlé par Facebook. C'était l'Internet par des satellites, des ballons, en fait. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était tout un débat, ça faisait les nouvelles partout dans le monde, mais c'était que les Indiens auraient dû avoir une page Facebook pour accéder à l'Internet qui est contrôlée par Facebook. Donc, c'est la version d'Internet que Facebook voulait te donner accès. Tout à fait. Et sur ça c'est une version des choses. Ça a pas fonctionné. Le projet, s'il a vu jour, il a été déstabilisé très rapidement. Oui, très rapidement. Pour cette raison-là. Mais en Chine, parlons de la Chine rapidement. En Chine, c'est un autre sujet. Je veux dire, c'est ça qui se passe. Le top-down vient d'encore plus haut. WeChat is a government entity, startup, company, Facebook mixed. Mais dans ce cas-là, tu vois, la centralisation vient du parti, le PPC. Ça va de plus haut que le niveau économique, ça vient du niveau politique. Puis oui, il y a une concentration de pouvoir énorme au top, mais ils vont choisir réellement leurs gagnants, puis ils vont consolider les industries complètes pour maintenir ce contrôle-là, puis collecter tout le data. Mais ça, c'est un système qui diverge. Est-ce que ça diverge de plus en plus de l'Ouest? Tu peux dire en certaines façons oui, de certaines façons non, mais disons que la Chine a beaucoup à haïr dans le Web 3, naturellement. Parce que
c'est la centralisation pure décentralisée. versus la décentralisation. C'est pour ça que je dis que tout ça, ça va se faire de façon hétérogène. Il va y avoir une guerre sur plusieurs années. Puis, ce qui risque d'arriver, on l'a vu avec Uber versus les taxis, on va le voir définitivement avec le Bitcoin versus les fiat. Il va y avoir des outils, des technologies émergentes en Web3 décentralisées qui vont juste tranquillement manger le market share. Puis il y a des Web2 qui vont garder leur dominance à un certain point parce qu'ils sont utiles, valuable. Puis il y a une valeur dans la centralisation quand même. Absolument. Mais le problème avec le AI, avec le Web3, il n'y a pas juste le bon side des choses. Il y a aussi un côté... par exemple, j'étais avec Jean-François Leblanc en cybersécurité. Ouais. Et le mois dernier, juste le mois dernier, un bon outil qui s'appelle... Bon, un bon outil, mais il faut quand même le savoir en Deep Web. WormGPT. WormGPT. GPT. Comme ver de terre. Alors, à quoi ça sert? Tu vas venir. Tu sais, le chat GPT, il y a une éthique derrière. Ouais. Il y a une limite. Ouais. Le WormGPT, il n'y a pas de limite. Il est fait pour la mauvaise utilisation. Et puis, tu vas venir, tu vas dire, moi, je vais donner même l'exemple que Jean-François m'a dit. Moi, je veux hacker un courtier immobilier. Il va t'écrire les mails parfaits avec l'insertion des liens parfaits C'est un hackerbot. Mais je pour pense que... attaquer exactement. Ok, j'ai compris. Il faut faire attention aussi. Donc, même si Ouais. la bonne technologie, elle est là, mais il faut Mais toujours faire attention. Le Il y a filtre est où? ça. Attends, juste pour comprendre WormGPT, je sais pas si tu as investigué au plus loin ou pas. Le filtre est où? Parce que ChatGPT ou OpenAI, la compagnie derrière, a des filtres d'empathie qu'ils ont créés et mis derrière ChatGPT qui te laissent pas faire certaines choses, entre autres, critiquer certaines personnes ou certains types de gens, peu importe. Ouais. WormGPT, à quel point ils ont été... Parce que GPT, s'ils mettent GPT, ils ont été hackés, ils utilisent un API de ChatGPT. Donc, il y a un filtre qui est quand même appliqué. Moi, je n'ai pas testé T'as pas cet testé outil-là parce que ça fait juste un mois et je ne vais pas le tester en Deep Web. Ça. Ouais. C'est N'oublie trop pas que cher pour rien. GPT, je me rappelle plus, c'est comme something transformer, mais c'est une technologie comme telle. Oui, mais c'est le pas basé filtre sur de le... ChatGPT... Ça n'a Oui. pas besoin d'être basé sur ça. Ok. Oui, mais Ça tu peut peux être un développer autre tes propres Ok. modèles. Generative, ok, je Tu peux comprends. pas juste utiliser des API. Je comprends. C'est pas... Alors, vous parlez pas toujours de se connecter à la compagnie... Generative Pre-trained Transformer. I think that's what GPT Okay. stands for. Is it a protocol, maybe? I don't know. No, Pre-trained Transformer. pre-trained, So, okay. generative. Mais ça se peut que j'aille tort, mais c'est ça. It's an approach to using large language models. Right. So it's not unique to OpenAI. GPT, to OpenAI. That's Et la right. dernière fois, lorsqu'on était avec... David Nadeau? exactement, avec Nado, qu'est-ce qu'il a? Il y a beaucoup de modèles et ChatGPT, il utilise un modèle. Mais Mais c'est il y en le a plus beaucoup gros... d'autres. ChatGPT, c'est le plus gros modèle de l'agglomération. Il dépasse les dernières 20 ans. C'est pour ça que n'importe quel autre compétiteur, il y en a d'autres. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de dire qu'il y a une autre compagnie qui a acheté un compétiteur à ChatGPT pour 1,8 milliard, je sais pas quoi. Ouais. Je ne sais plus c'est quoi la compagnie, là, mais... Ce marché-là, il est frothy en ce moment. Ouais, mais the large language model, like, to be honest, like, il y a l'agglomération de ça, ChatGPT has the mastery of it. C'est pas un très gros mot, par contre. Ce qu'il disait David Nadeau, un de nos coachs à l'IG en passant en AI, qui est aussi prof à l'Université d'Ottawa, il disait très simplement le nichage des language models, that's where it's at. That's where the opportunity is at. En ce C'est moment. d'aller chercher des databases qui sont inexploitées par ChatGPT et d'aller se perfectionner là-dedans et de vendre cette technologie ou ce modèle par la suite en tant que startup ou en tant qu'autre type de modèle d'affaires qui est évident, disponible. Parce que ChatGPT, on l'a tout utilisé assez pour voir que les réponses que ça donne sont quand même généralistes, puis même ça fait beaucoup d'erreurs. Puis le taux d'erreur est en train d'augmenter d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu ça, mais sa qualité diminue avec le temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui cause ça, mais c'est clair que des entrepreneurs qui connaissent bien un marché ciblé puis ont accès à comme une montagne d'informations spécifiques vont pouvoir créer des outils très pratiques pour cette niche-là. Puis je pense qu'on va voir une explosion d'outils uniques. La seule chose qui me gosse avec ça,
c'est est-ce qu'on va commencer à avoir des centaines de plus de SaaS, micro-SaaS à payer? C'est une bonne question. Ça vient à un point que j'avais en tête, puis je ne l'ai pas mentionné plus tôt parce que tu as mentionné is it a feature or a bug? Puis moi, je vous questionne, je vous challenge, tous les acteurs du domaine de l'innovation, is it a feature or a platform? Parce qu'il y a des gens qui arrivent avec une nouvelle idée en termes d'innovation, mais could that be just a feature added to something that's already existing? Toi, tu parles des micro-SaaS. Yeah. Is it just a feature or is it actually truly a platform that people need to register to? And is it desirable to go that route? Puis beaucoup te diraient, puis en tant que gestionnaire d'accélérateur, je pourrais faire un argument pour oui. C'est très difficile de bâtir une plateforme jour 1. Plateforme, ça implique que plusieurs parties prenantes vont bâtir sur ta technologie. Ça implique que tu as une masse critique de ces parties prenantes-là, un effet de réseau. Je pense que si on regarde l'histoire de l'innovation, beaucoup de ces plateformes-là ont débuté comme des single feature tools. Google was search. Facebook was like a simple wall with like a friend thing. C'était pas une plateforme comme c'est aujourd'hui où il y a des développeurs qui peuvent faire des apps, puis il y a plein de choses. I would call Facebook was a social web and Google was a search web, like a data web, like a search engine. That's the name. En fait, nous-mêmes, on le dit chaque jour, Eric, aux startups, il faut commencer par une fonctionnalité, un MVP, et si ça marche bien, on étudie le besoin et on va bâtir d'autres fonctionnalités et d'autres couches. Tout à fait. Peut-être maintenant, tu vas trouver juste une feature, mais d'ici un an, tu vas trouver une grande plateforme qui s'est basée sur la première feature. Est-ce que, donc, question à débattre aussi, est-ce qu'un entrepreneur peut aussi prendre la route là, ça c'est ma question préférée, peut aussi prendre la route d'un intrapreneur, et si cette feature fonctionne bien ou moins bien, ou elle fonctionne quand même correctement, au lieu de la bâtir sur une plateforme que lui il gérait parce qu'il n'y a pas le staff, il n'y a pas le temps, il n'y a pas la volonté aussi, il peut pas la pitcher à quelqu'un qui fait déjà une plateforme qui est similaire à ce qu'il voit en tête et rattacher sa feature. Et est-ce que je dis ça parce que il y a des histoires qui disent non et qui auraient dû se dire oui. Par exemple, Snapchat il aurait pu devenir une feature de Instagram et ou de Facebook. Et Facebook et ou Instagram ont essayé d'acheter Snapchat. Snapchat a dit non. Puis là, ils l'ont copié. Et ils l'ont copié. TikTok est dans la même histoire. C'est basé sur des short vidéos que, on s'entend, on se rappelle tous, on était tous vivants quand... C'était quoi? C'était Vine? C'était Vine qui existait, qui faisait des short vidéos. Encore une fois, timing is part of the criteria pour un entrepreneur pour réussir aussi. On oublie toujours que oui, il faut un des top timing. Sinon pas le top. Fait que Vine existait, elle s'était fait acheter par Twitter, a malheureusement comme pas bien fonctionné. TikTok aujourd'hui existe, mais est-ce qu'un entrepreneur est un entrepreneur quand il crée une feature qui fonctionne? Ou est-ce qu'il peut prendre cette feature, la vendre à quelqu'un et il reste un entrepreneur? C'est une autre grande question comme solution d'innovation. C'est comme c'est quoi un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre des risques pour créer de la valeur. Si je veux le simplifier au maximum. Puis là, si tu parles de fondateur de start-up, là, tu ajoutes l'aspect innovant. Building a scalable and repeatable business model, parce que tu vises très haut avec une startup, tu vises vraiment un... Puis ça, c'est toute une dynamique avec les VC, hein, je pense. Parce que les VC créent le feedback loop, l'impératif de croissance à tout coût. Donc, les fondateurs doivent bâtir pour aller... Ils visent une monopolie. Un monopole dans leur domaine, en fait. En fait, c'est pas tous les entrepreneurs visent la monopole et pas tous les entrepreneurs sont backés par des VC ou des institutions financières ou des anges qui leur mettent de la pression. Donc, est-ce que... Et nous, dans le monde des startups, on voit ça vite. Moi et Mike et Soufiane, on a la même vision sur fail fast, sur build at scale, mais est-ce qu'on doit donner du mérite à quelqu'un qui ferait quelque chose, un concept du slowpreneurship? Slowpreneurship is a concept to build organically at your own pace because you want to be your own boss. Ça, c'est un lifestyle business. C'est un lifestyle business. Ouais. Is that still an entrepreneur? Slowpreneurship? What is he aiming for or she aiming for? Work for himself. What's the ultimate aim?
build something that is valuable to the market, that has some traction, but necessarily c'est pas le Facebook, le whatever. It's not the ultimate goal. C'est drôle. Je pense qu'ils ont une terme pour ça. Tu sais, on parle de l'unicorne, right? Ouais. Puis on a le deck à cordes encore plus haut. Et t'as le centaure en bas. T'as le centaure, puis là t'as comme des poneys, des chevals, des choses, des animaux plus modestes qui on entend. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. L'entreprise qui est formée de 1 ou 2 personnes qui fait 10 millions par année. Ça c'est hyper impressionnant. Même plus que peut-être la startup qui fait 100 millions par année avec une équipe de 50. En fait, c'est peut-être plus désirable, honnêtement. Ouais. Parce que de l'autre côté, t'as beaucoup de gestion à faire, beaucoup plus de risques. Mais le Québec est une province de PME, guys, on s'entend. Les 10 millions sont beaucoup plus... C'est quoi? C'est 90%, 96% des commerces au Québec. Et quand je dis au Québec, le Canada est encore aussi là-dedans. Peut-être c'est un peu plus bas, plus haut, je sais pas. On voit toujours les héros, comme on retourne dans le Hero's Journey, les Shopify de ce monde qui sont juste à Ottawa, juste à côté de chez nous, à Gatineau. Mais les 10 millions sont partout à Gatineau. Les 10 millions et plus là, sont partout au Québec. C'est ça. Ouais. C'est pas une culture... Je veux dire, c'est quand même loin de la Silicon Valley où cette culture de start-up-là a émergé. Puis on a eu une belle discussion au sommet des accélérateurs. J'ai participé à cette discussion-là de est-ce que le Québec devrait viser à être le Silicon Valley, le prochain Silicon Valley. Puis moi, j'étais sur... Je me rappelle plus quel bord, mais... Le nom, parce que, puis on s'entend que c'était pour le fun, mais on est constitué différemment de la Silicon Valley, jusqu'à dans notre culture entrepreneuriale ou pas, right? Puis c'est correct, je veux dire, je pense qu'on peut être bon à bâtir des entreprises de 10 millions, puis viser ça. Ça m'apporte à un point qui touche nous, à notre travail à l'Institut. Ce qu'on voit beaucoup depuis la pandémie, c'est des entrepreneurs qui bâtissent tout d'abord une PME, mais avec l'ambition de le transformer en start-up. Ce que j'adore personnellement de cette approche-là, c'est qu'on dirait qu'ils ont trouvé une balance entre le risque et... C'est ça. Le risque, exact. Le risque et la stabilité. Un exemple que j'adore, c'est notre start-up InBeat, fondée par David Morneau. Ils ont commencé avec une agence. Ils sont rendus dans les plusieurs millions de dollars par année en vente. Et ils ont toujours eu l'ambition de le transformer en start-up. Pourquoi? Bien, naturellement, tu as des bénéfices à bâtir une start-up. Pour scaler. Une automatisation, efficience. C'est ça. Scaler, ce que tu viens de dire. Et plus important, tu as des multiples sur l'évaluation qui sont beaucoup plus attrayantes pour les fondateurs et les gens qui participent dans l'entreprise au début. Donc, de faire le switch entre agence et start-up, on avait fait les maths, moi, David et moi, à un moment donné, mais tu allais d'une évaluation de 4x sur ton EBITDA, à 50x. C'est comme 10x différent. Là. C'est un changement de paradigme, puis ça fait du sens parce que tout à coup, tu peux servir plus de clients n'importe où dans le monde à une plus grande marge. Donc, c'est très attrayant. Puis, tu sais, je vais apporter le concept d'antifragilité. Ce que j'adore, puis je trouve que c'est on dirait we look down on those entrepreneurs. Mais c'est tellement une approche plus logique, selon moi, parce que tu as le meilleur des deux mondes. C'est antifragile. Ton downside est protégé, tu as une business stable. Ton upside, tu captures quand même, tu as l'option de capitaliser sur un méga upside. Puis même que les deux, le upside est probablement plus secure avec le fait que tu travailles dans une business stable. Tu as des cash flows qui sont générés, tu peux financer tes propres opérations. Tu pourras faire des tests. Tu pourras au moins... Tu vas générer du revenu. Tu ne vas pas aller prendre des dettes et aller chercher des investisseurs. Des investisseurs qui peuvent te forcer à prendre des mauvaises décisions. Tu vas générer le revenu pour tester des choses. Dans notre domaine, ce qui est important, c'est que tu peux mener de la recherche et développement à temps. Sans avoir la pression d'avoir des revenus. Parce que tu as déjà des revenus qui rentrent. Donc, ta société de service peut aller amener
des projets avec une institution de recherche à droite et à gauche pour prouver certains points, pour créer de la nouveauté, pour créer de l'innovation. C'est ça. Ouais. Mais il faut toujours regarder l'autre côté de la médaille. L'inconvénient, c'est que tu vas être distrait de... Correct. Tu vas pas être focusé Correct. seulement sur la startup. Ouais, le focus. Puis tu as des opérations à gérer. Mais je pense que ça va être un skill essentiel et fondamental pour ces entrepreneurs-là de savoir comment peut-être engager un CEO ou un COO fort qui va gérer les opérations. Puis Se le concentrer sur la CEO startup. va se concentrer sur la startup avec une mini-équipe qui peut être un peu plus agile. Oui, oui, absolument. Et moi, auparavant, je ne connaissais pas ce modèle-là. Dernièrement, Tu le vois je beaucoup. viens de Ouais. voir ce modèle beaucoup. Mais auparavant, il y avait une startup. Le risque est très, très haut. Tu dois aller chercher des hypothèses, aller sur le marché pour les valider. Et puis, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas assez de temps, mais la prochaine fois, on va parler de ce sujet-là, que je trouve très, très intéressant. Beaucoup de startups, le premier jour, ils vont aller chercher des investisseurs. Ouais. Ouais. C'est une erreur C'est- dans c'est la clairement plupart une des cas. Exactement. Ils ne vont pas trouver des investisseurs. Non. Même s'ils les trouvent, c'est pas la bonne chose à C'est faire. ça. Ou bien ils vont aller chercher des subventions juste pour avoir des Même subventions. chose On a pour les parlé de subventions. ça. Oui. C'est hyper important qu'on rappelle et on essaie de rappeler à nos fondateurs à tous les jours que le meilleur investisseur, c'est ton client idéal. Mais Idéal. Pas n'importe quel client, C'est ça. mais lui que tu Ce peux que tu vraiment dis, servir. Soufiane, c'est vrai jusqu'à un certain point, et je vais me prendre le côté de l'entrepreneur. Malheureusement, aujourd'hui, du hardware, on s'entend, ça coûte extrêmement cher à prototyper. Est-ce qu'il ne faut pas aller trouver des sources de financement pour réaliser un projet de À hardware? prototyper, je dirais non. Moi, j'ai fait des startups dans le hardware, dans le IoT. Et maintenant, on donne Oui, on va donner de l'éducation là-dessus. de l'éducation Oui. là-dessus pour des Mais écoles. je vois des exemples concrets, je vois des exemples réels quand même qui ça leur a coûté quand même des sous là, genre je veux dire, et ça a fail. Et même qu'ils ont levé des sous et que ça a fail quand même. Et que même pour pas faire, il y a un exemple fou là. Maintenant, Ouais, là, il y a un problème. Ils ont levé des sous et ça et ça fail. fail. Ça, il y a rien qui est garanti. Il y a rien Donc, qui est c'est ça. garanti. Pourquoi ne pas aller tester avant d'aller chercher des sous? Et comme ça, au moins, un investisseur, il ne va pas... Parce qu'un investisseur, il va chercher toujours des retours sur investissement. Et nous, comme incubateur, on doit préserver ce point-là. Et lorsqu'on va apporter une start-up à un investisseur, au moins, on va garantir que les premières étapes, ils sont là, ils sont faites. Ça revient à Ouais. c'est un enjeu de storytelling. Tu sais. Non. Ben, ça dépend Je du dirais, hardware. regarde, je dirais que c'est pas le storytelling parce qu'il faut faire attention au storytelling. Et une très belle exemple sur ça, sur le storytelling, Theranos. La startup de Silicon Valley qui avait une super belle histoire. Woman entrepreneur, woman-led startup. The next Steve Jobs of Silicon Valley in, you know, Il y a une différence blood. entre le storytelling et la fraude. Exact. Puis eux autres, ils étaient carrément dans la fraude, c'est-à-dire des mensonges. Mais ça à tous arrive. les Le niveaux. storytelling, malheureusement, si tu racontes une belle histoire et que t'es bon à raconter une histoire et que les gens te croient, tu peux raconter une fausse histoire. Donc, le storytelling éthique et Éthique, tu sais, exact. intègre et tout ça. Mais ce que j'essaie de dire par ça, là, je vais juste approfondir un petit peu. Je sais qu'on doit terminer bientôt. Là où il y a un CAPEX énorme dans ton industrie, c'est-à-dire des dépenses de capitaux, comme des moules, par exemple, ça vaut la peine de mettre beaucoup d'emphase à cibler ton marché, à développer des relations clients très tôt dans le processus et sécuriser du financement basé sur ça. Valider qu'il y a vraiment un besoin, valider qu'ils vont vraiment l'acheter, même les faire signer avant de le manufacturer. Faire des préventes. Techniquement, tout les plateformes de crowdfunding ont été créées pour cette raison, parce que tu offrais un produit avant qu'il soit créé Tout à fait. à un clientèle. C'est une qui était pas excellente dans ce- innovation Ouais. dans ce domaine, je pense. Dans ces plateformes-là, ce qui est beau, Le c'est que... sociofinancement en France. Oui, le sociofinancement, c'est que on ne va pas trouver des investisseurs qui vont prendre beaucoup de risques, qui vont venir avec des millions directement. On va trouver des petits risques C'est ça. là et là, même si le truc c'est ne qu'on marche cherche pas. le Mais la Au tendance, moins. ça c'est un bon point et peut-être un point à innover pour une prochaine startup, mais les plateformes de crowdfunding, de sociofinancement, they tend to be B2C.
il y a vraiment beaucoup de produits aux consommateurs général. Et là, je pense à des exemples qui ont fait dans le B2B, dans du hardware. Et une de nos startups qu'on a connues aussi, qui avait un laboratoire vivant, qui a levé plus d'1 million de dollars et qui a fait, et que la personne aujourd'hui, c'est pas un entrepreneur qui a moins appris, mais il a perdu 1,3 million de dollars d'investisseurs Ange et autres VC qui avaient reçu à bâtir un laboratoire, qui avait eu des promesses d'achat qui se sont pas consolidées et que son produit, avec les itérations, on s'entend souvent, le hardware, ça augmente en prix à chaque fois que tu modifies un truc, ben tu rajoutes le prix au consommateur. Le consommateur dit, tu m'avais dit que c'était 10 000, là c'est rendu 15 000, 150 000, whatever it is. Anyways. Je vais finir là-dessus, mais ce qui est très intéressant, c'est le paradoxe du hardware. C'est tellement difficile que ça devient un avantage concurrentiel d'être un des premiers à le faire. C'est-à-dire, si tu réussis à rassembler la bonne équipe avec les bonnes compétences, tu es un bon storyteller, puis tu réussis vraiment à rentrer dans le marché avec un hardware, puis tu bâtis une communauté, wow, c'est difficile pour quelqu'un de te suivre. Donc, c'est comme le... Les barrières à l'entrée, ils sont très exact. Donc, tu sais, c'est quasiment comme c'est un high bet, mais des fois, ça vaut la peine. Puis Tesla est en train de manger le marché des véhicules électriques pour cette raison. Tesla, moi, en tant que consommateur innovation, tu sais, genre les flexible screens, des écrans de téléphone. Tu as trouvé une raison de mais le montrer. c'est un autre marché. Un téléphone qui devient un tablette, qui s'ouvre, qui est un écran OLED qui est du plastique flexible. Genre, je suis Samsung, tu sais, j'ai cette technologie développée déjà. J'ai une 4e itération de développer dans un produit consommateur. Monsieur, madame Apple, qui va suivre dans ce marché de milliards de dollars, à qui va acheter leur écran? Il va pas le faire eux-mêmes, ça va coûter des milliards pour produire. Il va l'acheter. Puis, by the way, Apple a eu le même moat parce que c'était les premiers à développer le Gorilla Glass puis tout ça. So, je pense que Apple a comme des gains à chaque fois qu'un compétiteur bâtit un téléphone. Apple a comme quelques éléments de propriété intellectuelle qui sont payés à chaque fois. C'est une des raisons pourquoi Apple fait comme 90% des profits dans tout le marché des mobiles hardware. En fait, les produits Apple, j'irais dans l'inverse que ce que tu viens de dire. Les produits Apple, ce sont des Frankenstein de d'autres compagnies. Ce que vous ne savez pas, c'est l'écran Apple, c'est un écran Samsung. Et tous les écrans Apple, ce sont des écrans Samsung. C'est pas Gorilla Glass ou... non, toi, tu parles de le verre. Oui, Gorilla Glass, mais ça n'appartient pas. Mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas investi. Gorilla Glass, c'est une compagnie aux États-Unis qui a investi des millions de dollars en R&D pour faire un verre qui va... Et là, ils sont rendus à une version, je sais pas, X10 ou je sais pas quoi. Mais Apple investit dans ces compagnies-là. Ils croient. Au début, ils commencent à acheter des produits et ils investissent de l'équité. Là, ils sont rendus qu'ils ont de l'argent. Et tellement ils ont investi, donc ils ont acheté des écrans Samsung pour leur téléphone, qui se disaient, merde, Samsung a la monopolie de ces écrans OLED. Comment je sors de là? Ils ont investi des milliards de dollars avec LG pour faire de la R&D, pour pouvoir combattre à Samsung dans les écrans, parce que LG n'était pas rendu là. LG était rendu, il était rendu presque, mais il n'était pas rendu au niveau de Samsung. Ça, c'est un autre niveau de business. Ça, c'est un autre niveau de business. Ça tu fais des joints, c'est ça, tu investis dans une autre affaire, en tout cas, dans une autre business. Avant de finir, je voudrais revenir sur un point rapidement, pour illustrer un point, parce que il y a des gens qui vont voir ce podcast-là. Et puis, je veux juste dire que tout ce qu'on a dit, c'est en général. Il y a toujours des exceptions. Absolument. Exact. Lorsqu'on va dire, dans le hardware, il ne faut pas investir, il faut aller étape par étape, toujours des exceptions. Dans le domaine de la santé, la pharmaceutique, on va trouver des exceptions. Alors, tout ce qu'on dit, c'est généralement, c'est ce qu'il faut faire. Mais toujours, on peut trouver une exception pour donner. Donc, edge cases, puis etc. Bon point, Soufiane. C'est une bonne... Puis je pense que c'est tellement un bon point. Je pense que ça va nous permettre de finir ça là. Mais excellente discussion. J'ai hâte aux prochaines discussions qu'on va avoir ensemble. Oui, absolument. C'est un domaine où on pourrait parler pour des milliers d'heures. Donc, dans les prochains épisodes, on va explorer différents aspects de... l'innovation, les startups, l'écosystème, les subventions. Eric peut en parler pour des journées là-dessus. Le VC, puis les deep tech, ça serait cool de rentrer dans ces domaines-là. Et peut-être de temps à autre, on aura des invités avec nous. Absolument.
Ouais. Des startups, des coachs, Exact. des... Donc, restez à l'affût, puis merci les boys pour la belle discussion. Merci Parfait. à tous. On se voit la prochaine Merci. fois. On se voit la prochaine fois. Parfait.